les amis, j'espère que vous allez bien. Donc live un peu spécial. On parle pas encore du GP, hein. On parle juste du format. Thomas était à atterri ce matin, il revient de Thaïlande, donc il nous fait l'honneur d'être là pour pouvoir revenir sur ce Grand Prix de Thaïlande. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Bah écoute, un peu, ça tire un peu, mais bon, voilà, c'est pour la bonne cause, on va dire. Merci beaucoup, ça nous fait plaisir. Bah voilà, on va parler d'un GP, je peux le dire, déjà spécial qui va nous marquer, qui nous a marqué. Première chose, avant qu'on parle du sujet consigne de course et tout ce qui va avec, il a eu lieu ce Grand Prix, mais c'était limite quand même, parce qu'il y a pas mal de pilotes qui se sont plaints de la visibilité, notamment en ligne droite. Oui, oui, bah de toute façon, à partir du moment où il pleut, il y a toujours ce problème de visibilité, et là, apparemment, c'était assez dangereux. Enfin voilà, personne n'arrivait. Enfin, de toute façon, on le voit, hein, si on regarde les premiers tours de la course en caméra embarquée, on se rend très vite compte que c'est très compliqué, surtout quand on est, si on prend la place de Fabio, effectivement, quand on est derrière, très très loin, forcément, c'est encore pire. Donc oui, c'était un peu limite, mais bon, c'était la même chose pour tout le monde, on va dire, à part ceux qui se Oui, bien retrouvaient sûr. derrière. Et voilà, donc, mais bon, après, c'est vrai que c'est le truc qui se passe aussi, c'est que c'est rare de rouler sous la pluie et de rouler dans ces conditions. Donc, c'est difficile aussi pour la direction de course de décider si oui ou non c'est roulable ou pas. Donc, ça s'est bien passé. Il y a eu que deux chutes, dont On peut féliciter les pneus Michelin quand même là-dessus. ah bah non, mais là, moi, je trouve ça impressionnant parce que, comme je te disais, ouais, donc que deux chutes, Rémi Garner et Luca Marini. Luca Marini qui, quand même, termine la course. Il a pu repartir, il termine la course. Et effectivement, dans ces conditions, que deux chutes, c'est quand même assez remarquable. Donc, oui, on peut remercier les pneus Michelin qui, même quand les conditions changent, c'est-à-dire que la piste a quand même évolué tout au Mm. long de la course, les pneus se comportent bien. C'était pas un placement promo, c'était juste Non, pour même dire pas. que c'était vraiment bien. On n'est pas payé par Michelin. Bah, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est souvent, j'ai envie de dire souvent les mêmes, en tout cas, Oliveira qui avait gagné à Mandalika. La belle victoire avec KTM, peut-être la dernière victoire avec KTM, hein. On sait qu'il passe chez Aprilia, chez RNF l'année prochaine. Ouais. Voilà, que dire de plus? Oliveira, il a fait le job. Bah ouais, il a fait le job, comme tu dis, il y en a quelques-uns sur la grille qui, dès qu'il pleut, on sait qu'ils sont là. Donc, en fait, c'est ceux qu'on a retrouvés aux avant-postes, hein. On a eu Miguel Oliveira, Jack Miller et puis Marc Marquez aussi, qui est quand même assez friand de ces conditions-là. Johan Zarco également, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Mais voilà, ouais, ces conditions un peu particulières, ça sourit à. Enfin, il y en a qui en sont très friands. Et Miguel Oliveira, clairement, il a fait une très belle course, une belle remontée. Et il a pu prendre l'avantage sur Jack Miller et ensuite garder les commandes de la course jusqu'à la fin. Donc, ouais, ça fait deux courses quand même consécutives avec des KTM aux avant-postes. Parce qu'au Ouais. Japon, c'est un peu la même chose. Au Japon, Miguel Oliveira nous disait que il savait pas pourquoi la KTM marchait au Japon. Donc, voilà. Là, oui, dans ces conditions, c'est un peu les cartes sont un peu rabattues et donc bon, c'est un peu différent. Donc, voilà, Miguel Oliveira qui termine devant et comme tu dis, peut-être la dernière victoire pour Oliveira chez KTM, qui, on le sait, l'année prochaine ira sur une Aprilia. Jack Miller. Jack Miller sur le mouillé, c'est voilà, c'est sa passion. Enfin, voilà, il gère aussi là-dessus. Podium. Il a joué la victoire. Là, il n'y a pas eu de consigne de course par rapport à Bagnaia qui était derrière. On va en parler après de ça. Bon, que dire aussi, lui aussi, il joue pas, il joue plus le titre. Il est libéré. Il a signé chez KTM. Ça joue. Oui et non, parce qu'en fait, si tu veux, même s'il joue plus le titre, il est quand même parmi ceux qui sont encore mathématiquement capables de se battre pour le titre. Donc, et il n'est pas très loin parce qu'il n'est qu'à 40 points, je crois. Donc, si tu veux, avec ce qui s'est passé sur ces deux dernières courses, on peut très bien imaginer s'il est tu vois, sur une bonne dynamique là. Japon, il gagne la course, là il fait deuxième, il va se marier la semaine prochaine, et ensuite il sera au Grand Prix d'Australie chez lui, un circuit sur lequel forcément il va vouloir s'illustrer avant de partir chez KTM. Donc, ouais, moi je l'exclus pas pour l'instant de la course sur titre, même si Eh ben, c'est ça évidemment. en fait le buzz de la vidéo. C'est pas ce dont on va parler après en fait. Non, mais voilà, c'est juste bon. Ouais, comme tu dis, c'est sûr que c'est pas le principal prétendant à la couronne face à un Bagnaia, ça c'est sûr. Mais oui, on peut imaginer qu'il est voilà, qu'il est libéré, comme tu dis, mais
je pense que surtout, voilà, c'est ces conditions qui s'y prêtent. Jack Miller, on le sait, c'est pas quelque chose qui lui fait peur de rouler sur le mouillé et de prendre de gros risques. Il partait pourtant de loin sur la grille, parce qu'il est, enfin, loin. Il était 7e sur la grille, comme au Japon. Mais voilà, en quelques tours, on l'a vu, il a remonté direct. Il a pris les commandes de la course très rapidement et ensuite, c'est que Miguel Oliveira qui a pu lui reprendre son bien. Mais du coup, encore une très belle course et dans ces conditions, encore une fois, on voit qu'il y en a que quelques-uns qui tirent leur épingle du jeu très facilement. Et un, voilà, qui a tiré son épingle du jeu, c'est Bagnaia dans la course au titre. Il finit 3e. Voilà, je pose les choses. Il a fait sa course sur le mouillé. En plus, il joue le titre. Donc, la pression, je reste convaincu quand même, elle est vraiment différente de Miller d'une certaine manière. Maintenant, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire que derrière lui, il y avait Johan Zarco qui remontait comme une balle, qui avait doublé Marquez, qui s'était battu avec Marquez. Et voilà. Je pense qu'on va pas tout réexpliquer. Je pense que vous savez tout ce qui est arrivé. Je voulais avoir ton avis déjà en général là-dessus. Après, on va un peu plus préciser. Mais voir sur ce qui s'est passé sur ce Grand Prix en général, parce que moi, j'aime tellement ce sport que je suis ressorti de là, c'est même plus frustré, mais triste presque. Écoute, je sais pas si je vais me faire taper dessus ou quoi, j'en sais rien, mais moi je suis en fait le Zarco a été très clair dans l'idée. Il y a effectivement des consignes de course, enfin des consignes qui sont données par Ducati, qui sont que si tu te bats pour la victoire, jamais Ducati te privera de te battre pour la victoire. Par contre, si effectivement tu ne te bats pas pour quelque chose pour cette victoire justement, et qui ne met qui derrière peut mettre en péril, entre guillemets, les chances de titre de Francesco Bagnaia, et il faut que tu mesures le pour et le contre. Voilà, et donc c'est ce qu'a fait, Zarco, parce que en fait, en arrivant, il a fait une très belle remontée, comme tu le dis, mais en arrivant dans la roue arrière de Bagnaia, il a remarqué que, Oui. certes, il aurait pu passer et donc faire podium. Certes, s'il était revenu un peu plus tôt, comme il le dit, il aurait pu essayer d'aller chercher Miguel Oliveira et Jack Miller pour la victoire, sauf qu'il est arrivé un peu trop tard. Encore une fois, ce qui s'est passé pour Johan Zarco, on va encore mettre ça sur le dos de son départ. Premier tour, il est 9e, sauf erreur, et donc après, il enchaîne une remontée. Mais en remontant, forcément, il perd du temps, et c'est ce qui s'est passé. Il a pu remonter et se sentir de remonter, en fait, imprimer son rythme que très très tard dans la course, et donc de pouvoir remonter dans la roue arrière de Marc Marquez, mais ensuite de Francesco Bagnaia, et il s'est rendu compte que c'était trop tard pour aller chercher la victoire. Consigne de course, voilà, tu te bats pas pour la victoire, Bagnaia est devant toi. Bon, après, en plus de ça, est-ce que tu vas aller tenter le diable dans le doublant en le faisant tomber, sachant que ton employeur reste avant tout Ducati? Alors, voilà, c'est ça. Moi, en fait, tout ça, c'est clair. Il n'y a aucun problème là-dessus. Zarco, il y a eu des consignes de course. Il a écouté Ducati, il a fait ce qu'il fallait. Il a dit, sinon, j'aurais fait la gueule sur le podium. C'était plutôt marrant qu'il dise ça. Enfin, voilà, c'est honnête. Moi, en fait, c'est sur le MotoGP en général. C'est des consignes de course. Ça fait un peu mal. Je comprends, il y a beaucoup de sous qui sont mis en jeu par Ducati, mais ça fait quand même vraiment mal de se dire que ça y est, en MotoGP, bon, il y en a eu un petit peu précédemment, on l'a senti la saison dernière aussi, mais là, ça y est, on est dans le concret, quoi. Oui, voilà, je sais pas quoi te dire. Effectivement, sur le côté sportif, oui, c'est sûr, c'est dommage parce que ça reste un sport individuel, bien évidemment. Mais tu l'as souligné d'un autre côté, ça reste aussi un sport dans lequel, surtout Ducati en ce moment, investit des sommes colossales pour essayer d'avoir ce titre qu'il convoite depuis 2007 Et avec ouais. Casey Stoner. Donc, ils ont mis en place, enfin, ils ont 8 pions sur la grille, 8 pilotes capables de se battre soit pour la victoire, le podium ou la pole position. Peut-être qu'on y reviendra avec Marco Bezzecchi tout à l'heure. Mais voilà, si ton poulain, on va dire, de prédilection se bat pour le titre, pour moi, ça me semble normal que à un moment donné, tu dises oui, attends, voilà, si on peut faire en sorte d'être titré, pourquoi pas. Mais Après, il y a une question d'image, une question de. Ça ne remettra pas en valeur en question le titre de Bagnaia parce qu'il a gagné tellement de courses.
il a fait ce qu'il fallait, mais c'est vrai que voilà, c'est juste un ressenti de tristesse vraiment de ça. Je pense qu'on a été un bon paquet à être comme ça. Bon voilà, c'était juste pour pouvoir en parler avec toi. Ouais. Après, tu vois, encore une fois, comme dit Johan Zarco, tu vois, on a dans ces consignes, Ducati ne va pas te priver de victoire. Oui, oui, Voilà. Donc, on a quand même des belles courses. On a eu quand même une belle course en Aragon. On a eu quand même une belle course à Misano entre Bastianini c'est vrai, c'est vrai. et Bagnaia. Bon, Parce qu'il y apparemment, avait la victoire Bassini, lui, derrière. il est moins à l'écoute de ça. Non, mais Ça tu va vois, penser beaucoup. même si les consignes à ce moment-là étaient peut-être pas assez claires, toujours est-il que dans les consignes Ducati actuelles, il y a quand même cette idée Oui, de si tu te bats pour la victoire, voilà. Donc c'est ce qui s'est passé. Après, c'est sûr que si c'est pour gratter quelques points et permettre à Bagnaia de voilà, ouais, alors moi je trouve que en fait Ducati a quand même bien géré cet entre-deux. Tu vois, c'est pas si Bastianini ouais, ou si Miller par exemple au c'est Japon pas Miller qui gagnait. fait un stoppiste devant la ligne d'arrivée, quoi. C'est ça, ouais, exactement. Tu vois, typiquement, on aurait pu très bien dire, ouais, bah pourquoi Miller, c'est pas ralenti, sachant qu'il allait pas gagner la course, Ouais. et laisser passer Bagnaia pour avoir encore enfin 4 points, ouais, 4 points de plus, et donc passer leader au championnat du monde. Ouais, mais il se battait pour la victoire, donc je trouve que c'est un bon juste milieu, tu vois, donc de pouvoir coupler le côté sportif, mais aussi d'avoir aussi les intérêts derrière de la marque Ducati. Je sais pas si je suis très clair, mais je Mhm. comprends tous les points de vue, bien évidemment, mais je comprends aussi surtout le point de vue de Ducati qui aujourd'hui, le MotoGP est ce qu'il est sur le plan technologique, sur le plan aussi, peut-être et surtout grâce à Ducati. Ouais. Voilà, les all-shot device, les ailerons, tout ce que tu veux. Ouais. Mhm. J'espère qu'ils joueront à Phillip Island, ils seront 8 à jouer la victoire. Comme ça, on n'aura pas de consigne du tout. Ça fait toujours des courses serrées à Philippe Island. C'est pour ça que je dis ça. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas que des Ducati. Mais on verra. Bon, voilà, chacun, voilà, c'est le feu hein, depuis 3 jours. Bah, Sur... après, il y a aussi l'autre chose, genre, je sais pas si t'avais prévu d'y revenir, c'est aussi le fait que on va dire l'élan patriotique. Tu te dis qu'effectivement, bah oui, Johan n'a pas aidé Fabio, mais Pour alors je moi, vais ça, c'est reprendre. pas, pour moi, enfin, c'est que mon avis perso qui est, voilà, c'est pas valable. Je veux dire, c'est un sport individuel déjà. Oui, exactement. Et Et puis, puis bon, non, enfin sur le côté, oui, j'ai vu passer ça aussi. Non, c'est pas ça enfin, pour moi, c'est pas important ça. non, mais après, tu vois, je vais reprendre. Bon, je vais pas faire de la pub pour l'autre débrief dans lequel j'interviens, mais on a invité Stéphane Paulus Bisous Stéphane. ouais, qu'on a déjà eu dans l'émission. Euh, et du coup, lui, il dit clairement, effectivement, que Zarco enfin, voilà, ait fait ce qu'il a fait. Ok, mais d'un autre côté, Fabio n'a pas fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire marquer des points. Voilà. On va en parler. On va en parler de ce qui s'est passé de cette course. On peut même tout de suite en parler. Ouais. Voilà, Euh, bah, tu vois, il a été, voilà, il est passé à côté de cette course, il a été en difficulté dès le début. Donc, alors sa course a été quand même conditionnée au premier virage parce il a eu un contact, pardon, Bien. avec Jack Miller. Donc, du coup, ça l'a fait reculer. Et puis, comme on disait en début d'émission, directement, quand tu te retrouves en fond de paquet sous la pluie, c'est quand même très compliqué déjà d'y voir, de se frayer un chemin, d'essayer de remonter. Et puis ensuite, bah voilà, en plus, les réglages n'étaient pas les bons pour lui sur le mouillé. Donc, Oui, parce que alors, et pareil, on entend, ah ouais, de toute façon, Quartaro sur le mouillé, oui, mais ça Mandalika, à Mandalika. c'est ça. Alors, après, oui, la piste a eu beaucoup plus de grip, donc la Yamaha va mieux sur ce genre de piste. Il y a aussi, c'est ce qu'a dit Crutchlow, et ça revient souvent maintenant, c'est les problèmes de pression, Ouais. que la pression grimpe. Ouais. Bon, quand tu m'as envoyé un message après la course, il m'a dit, bon, bah là, il n'y aura pas de débrief, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a plus d'infos? Il y a eu plus d'infos entre-temps? Non, écoute, pas beaucoup plus d'infos. On sait juste qu'effectivement, il y a eu cette histoire de pression des pneus. Bah, c'est sûr qu'en partant de là où il est parti, Fabio, on peut imaginer. Encore une fois, là, je n'ai pas les éléments parce qu'on n'a pas pu parler directement avec lui parce qu'il était déçu, donc il n'a pas donné de point presse juste après. Mais on peut imaginer qu'effectivement, en partant de, de la deuxième ligne, hein, il a pu avoir ce problème de pneus, de pression des pneus, parce qu'il s'est retrouvé directement en fond de paquet, et donc forcément, ça a pu faire monter la pression de pneus, et donc rendre la moto incontrôlable. Bon, voilà, ça peut être un des arguments. L'autre argument, c'est qu'aussi, il fait partie de ceux qui se sont fait piéger sur le mouillé, dans le sens où bah, il n'y a pas eu une seule séance sur le mouillé,
Et donc, effectivement, c'est la même chose pour tout le monde, mais il y en a qui ont été beaucoup plus près que d'autres dans ces conditions. Et donc, Fabio n'a pas été. S'est fait surprendre, j'imagine, par ces conditions. Et voilà, donc on peut imaginer que c'est tout un concours de circonstances qui fait que on en est arrivé là. Voilà. 2 points d'écart maintenant. Ça y est, il reste 3 Deux- courses. 2 points d'écart, ouais, exactement. Donc là, 2 points d'écart. Maintenant, c'est même plus. Voilà, on essaie de tenir à distance et d'assurer les points derrière Bagnaia. Là, maintenant, il va falloir quasiment. Enfin, il faut. Désolé, j'ai Chaque du mal à course est parler. une finale, on va dire. Chaque course Hein est une finale. Chaque course est une finale, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, tu peux plus te permettre de dire, bah voilà, je fais 5e parce que je sais que je suis en galère face au Ducati. Là, il faut vraiment que tu sois dans sa roue arrière et que tu ne lâches rien du tout jusqu'à la fin. Donc, il y a 3 courses. 2 courses, enfin même 3. Ouais, sur ces 3 courses, on sait que, alors déjà, Sepang, ça va être compliqué pour la Yamaha, même si sur un tour, il n'y a pas de souci, entre guillemets, parce que la Yamaha, c'est pas un problème. Elle est très rapide à Sepang. Par contre, c'est toujours le même problème, c'est de doubler. En fait, on a 2 grandes lignes droites à Sepang. Si Fabio se retrouve un peu à l'écart ou n'est pas premier dès le début et ne se met pas à l'abri, forcément, les Ducati vont être impossibles à doubler, voire ça va être très compliqué. Ensuite, on a Phillip Island qui, bon, alors après, il y a roulé qu'une seule fois en MotoGP, et puis on se souvient qu'à Phillip Island en 2019, il s'était fait sortir par Petrucci. Ouais, puis alors, c'était aux essais, il y avait eu des déplacements de qualif, tout ça, suite aux conditions météo. Ouais, et puis lui, il était tombé, tu sais, il s'était fait mal. Et il y a eu une tempête le samedi. Les qualifs avaient eu lieu le dimanche matin, pardon, avant les courses. Donc là, voilà, ça va être l'inconnu ce week-end, enfin le week-end prochain, pardon, à Phillip Island, savoir comment se comporte les Ducati sur ce circuit-là et comment se comporte la Yamaha. Mais ensuite, Valence, on y est allé l'année dernière, et l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un triplé, le premier triplé Ducati de l'histoire. Donc, ça risque d'être, les prochains circuits vont être compliqués. Il y a 2 circuits qui tournent à gauche, donc l'avantage, c'est qu'on a potentiellement un Marc Marquez qui peut venir s'immiscer. Et qu'on termine sur lui. Non, mais permettre en fait après d'avoir un pilote qui, je sais pas, on peut imaginer que s'il gagne, forcément ça va donner moins de points aux autres, donc voilà. Mais ouais, les prochaines courses risquent d'être compliquées, donc voilà, bien évidemment en tant que Français, j'espère que Fabio va tirer son épingle du jeu, mais maintenant plus aucune erreur n'est permise. Voilà. On disait ça après le Japon quand Bagnaia est tombé, on s'est dit maintenant le titre ça va être compliqué, mais là à 3 courses de l'arrivée et 2 points d'écart. Si tu commets une erreur, déjà Bagnaia peut repasser. Mais ensuite, derrière, ça reste très serré parce qu'il y a, mine de rien, Aleix Espargaro qui a été, on va dire, nulle part en Thaïlande parce qu'ils ont été en galère avec ce nouveau pneumatique juste mis en place pour la Thaïlande, là, qui est un peu plus dur. La carcasse un peu plus dure. Et donc, du coup, ils ont galéré tout le week-end, les Aprilia, mais ça n'a pas empêché Aleix Espargaro de marquer quelques points et de revenir très légèrement au classement. À 20 points, je crois. Et donc, voilà, c'est la même chose. Une erreur, tac. Tu reviens, imagine un Aleix Espargaro champion du monde à la fin de l'année. Ça, c'est possible. Écoute, on va voir d'ici quelques semaines ce qui va se passer. Bon, j'espère que, en tout cas, ça sera de la course normale, en mode avec le vrai sport comme on connaît. Voilà, on verra. Ouais, après, de toute façon, mais ce serait cool. Phillip Island, bon, on peut imaginer que ce soit une belle course. Voilà, comme on le sait, les courses à Phillip Island sont toujours très serrées. Et puis, avec les mouettes qui peuvent un peu décider. Et le froid. Il peut faire très froid là-bas et donc tu peux te faire très vite piéger. C'est ce qu'a dit justement Bagnaia après la course. Il a dit que il est conscient que de toute façon, que les Ducati seront compétitives là-bas, mais il y a quand même cet inconnu du froid, du vent, qui est quand même assez particulier à Phillip Island. Donc, encore une fois, il n'y a que en course qu'on en saura plus, quoi. Pour terminer, Marc Marquez, bon déjà il était pas dans les polémiques ce week-end, donc je pense qu'il était content. Pas lui. 4e place, après sa pole à Motegi. 5e place. 5e place, pardon. Je crois, parce que Oui, du coup, en fait, j'avais tellement en tête Johan Zarco sur le podium. Excuse-moi, je n'ai pas encore sorti tout ça de ma tête. Voilà, 5e place. Bon, clairement, alors oui, peut-être qu'il n'est pas à 100%, mais bon, est-ce qu'il peut gagner une course d'ici la fin de saison? Clairement. Après, la seule chose qui se passe aujourd'hui, bon, pour revenir à Marc Marquez sur ces 2 dernières courses, alors, juste rappelons qu'il est revenu en Aragon, donc
Bon, c'est sûr, la course en Aragon s'est quand même terminée très prématurément, mais avant cette course en Aragon, du coup, il disait clairement que il n'excluait pas la possibilité sur les 3 courses qui ont suivi d'arrêter au milieu d'un week-end parce qu'il ne se sentait pas Ouais. capable de tenir le week-end physiquement, tout ça, tout ça. Et en fait, il a montré le contraire, bon, en excluant bien sûr la course d'Aragon, mais au Japon, il fait une très belle course sur un circuit qui est quand même, on va dire, éprouvant sur les freins, hein, c'est pas un secret. Donc éprouvant forcément au niveau contrainte sur le bras. Et ensuite en Thaïlande, et ben ouais, encore une fois, il a montré qu'il était là et surtout on le voit s'amuser en fait quand on regarde toutes les séances d'essais libres ou même les qualifs. Donc c'est sûr que c'est pas le même Marquez qu'avant avec mais ça reste quand même quelqu'un qui arrive à nous divertir à chaque séance d'essais libres. Il y a des échantillons quand même. On peut dire ce qu'on veut ou quoi, c'est vrai qu'il nous sort des trucs, des fois tu dis ouais, c'est beau à voir, tu vois. Donc on voit un Marc Marquez qui revient et qui prend du plaisir. Il le disait lui, c'est que l'année dernière, effectivement, même s'il a gagné trois courses l'année dernière, sur ces 3 courses-là, il n'avait pas pris le même plaisir il prend aujourd'hui. Là, quand il finit une course, il n'est pas sous antidouleur pendant 3 jours, il est bien. Là, il va pouvoir se reposer quelques jours avant de repartir pour Phillip Island. Donc là, on est sur un Marc Marquez qui se sent bien. Maintenant, il ne faut pas qu'il refasse toujours, c'est ce qu'on dit toujours, hein, mais il ne faut pas qu'il rechute, parce que outre le bras, il y a aussi ce problème de diplopie qu'il ne faut pas oublier. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose, ça sera toujours je sais pas comment, ouais, on peut dire ça, c'est en épée de Damoclès. Et s'il chute violemment, il peut très bien se retrouver exclu d'une épreuve ou de plusieurs épreuves parce que sa diplopie est revenue, tu vois. Donc, mais on reste quand même sur une belle, un bon retour de Marc Marquez, qui encore une fois éclipse tous les autres pilotes Honda. Même si Alex Marquez a fait une très belle course sur le mouillé ce week-end, ça reste quand même compliqué pour Paul Espargaro. Alors Takaki Nakagami n'était pas là ce week-end, c'était Tetsuta Nagashima qui l'a remplacé. Mais c'est vrai que sans Marquez, les Honda sont nulle part. Comme pour Yamaha, sans Quartararo, les Yamaha sont nulle part. Sauf que là, bon, effectivement, ça me fait mentir parce que Morbidelli est devant, mais toujours est-il que d'une façon générale, on a un représentant sur chacune des marques japonaises. J'ai exclu Suzuki parce que là, c'est compliqué cette année. Oui, voilà. On a été triste de la course d'hier, donc on va pas en rajouter aujourd'hui. On verra ça la prochaine fois. Merci Tom, merci beaucoup parce que je sais que tu n'as pas beaucoup dormi. Tu as volé entre guillemets toute la nuit. C'est pas toi qui pilotais, mais presque. Et donc merci pour ce débrief qu'on a pu faire ensemble. Merci les amis. Alors n'hésitez pas, le petit pouce et les commentaires. Donnez votre avis sur ce Grand Prix. On aura pu. Je sais pas si tu veux qu'on rajoute quelques minutes sur le calendrier pour 2023. Oui, on peut terminer très bien. On peut se faire un PS comme dans les messages. PS, le calendrier provisoire est sorti. Ouais. 21 courses, c'est ça? Ouais, exactement. Et avec surtout, alors 21 courses, on va dire normal. Tu en rajoutes 21 autres sprint. Donc, ouais, ça va être chaud. Même Fabio nous disait une fois que moi, je lui ai posé la question après la sortie du calendrier. Donc lui, quand il est sorti le calendrier, c'était pendant les qualifs ou en tout cas samedi après-midi. Et lui, il n'avait pas encore tous les éléments. Mais clairement, il a dit ouais, ça va être compliqué. Ça va être intense et ça va rien changer sur sa manière d'aborder un week-end de course. Mais effectivement, ça risque de mettre les organismes à rude épreuve. Et voilà. Mais outre ça c'est aussi l'une des conséquences de ce calendrier, c'est qu'il y a beaucoup de gens, d'acteurs du paddock, les mécanos, tous les journalistes ou autres, qui commencent à dire que ça fait beaucoup. Jonathan Rea disait que maintenant c'est le bon moment pour être, même s'il n'est pas en MotoGP, mais c'est le bon moment pour être avocat spécialiste dans les divorces. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure. Contrairement à la F1 où en fait en F1 ils ont quand même pas mal de budget et en plus donc ils peuvent se permettre de tourner avec plusieurs équipes, avec plusieurs staffs techniques sur une même saison. Là c'est effectivement le même mécano qui est là toute la saison, le même chef mécanicien qui est là toute la saison. Donc voilà, outre les pilotes, c'est aussi difficile pour toutes les structures derrière. Donc ce calendrier risque d'être
intéressant parce qu'il y a 2 nouveaux circuits potentiels, mais aussi sur une fin de saison très condensée comme on va l'avoir. Ouais. Si tu te bats pour le titre en début de saison, faut pas que tu lâches en fin de saison où ça risque d'être le plus compliqué. Avec des nouvelles pistes aussi. Alors, Ouais. à confirmer, Oui. Kazakhstan et Kazakhstan, ouais, sur le circuit de Sokol et Inde. l'Inde sur le circuit Boud International Circuit. Donc sur ce circuit-là, on y a déjà roulé en F1, donc il n'y a plus qu'à l'homologuer et le MotoGP sera capable d'y rouler. Le circuit du Kazakhstan, on n'y a jamais roulé, sauf erreur, en tout cas en moto, ça c'est sûr. Et En 25 power, je crois. ça risque de faire long, parce que je crois qu'il y a quelques lignes droites. Ouais. Mais pour l'instant, on n'y a pas roulé. Donc, bon, écoute, c'est toujours bon à prendre d'avoir 2 circuits et 2 nouveaux circuits au calendrier. Voilà. Maintenant, on va voir si déjà ces circuits, si le contexte géopolitique, faut pas oublier que le Kazakhstan n'est pas loin. Sûr. Quand tu voles, là, typiquement, quand je volais cette nuit, j'ai pas arrêté de regarder la carte et c'est vrai que le Kazakhstan est quand même très proche de la Russie. Donc, ça peut aussi être un peu problématique sur le contexte géopolitique. Donc, ça, c'est. Voilà. Et puis, donc, on peut très bien imaginer que ça fasse un peu comme la Finlande. Mais bon, pour l'instant, on espère surtout qu'il aura lieu. Hein. C'est clair que c'est toujours bon à prendre d'avoir de nouveaux circuits au calendrier avec de nouveaux challenges derrière. Exactement. Bah écoute, on va suivre ça. Merci à toi. Je t'en prie. Tu peux dormir si tu veux maintenant. Bah non, il faudrait pas. J'ai dormi déjà une demi-heure. J'aurais pas dû, tu vois. Donc, ouais. En tout cas, merci à toi, merci à vous les amis. Et on se donne rendez-vous pour le GP d'Australie. On espère qu'il va y avoir du spectacle. il va falloir se lever tôt. Moi, j'y serai pas. Ouais. C'est vrai. Ciao.